Bonjour Miguel, bienvenue. Bonjour Valérie, merci beaucoup pour cette invitation. Merci à toi de prendre le temps. Euh, Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, dans toutes les questions que j'ai envie de te poser, de ce que j'ai envie que tu nous parles, est-ce que tu peux te présenter, partager ton parcours, puis ce qui a conduit à qui tu es aujourd'hui? Bien sûr, avec plaisir. Donc moi, j'ai commencé, j'ai envie de dire bizarrement, parce que je suis physicien théoricien au départ, et j'ai fait de la recherche fondamentale en physique théorique. Euh, Ça a été des années extraordinaires, et puis à un moment, il s'est passé quelque chose que je n'attendais pas. C'est que j'ai rencontré mon sujet. Et mon sujet, c'était pas la physique théorique, c'était la créativité et l'innovation. Et donc à ce moment-là, je me suis retrouvé face à un dilemme. Enfin, comment dire, la physique théorique, c'est quand même un métier qu'on met du temps à apprendre, des longues études, un peu difficiles. On peut pas le quitter comme ça. Donc j'ai beaucoup réfléchi, puis j'ai vraiment réagi à l'intuition et je savais que c'était un chemin que j'avais envie de prendre. Donc je l'ai pris. Et donc j'ai quitté la recherche fondamentale en physique théorique pour m'occuper de créativité dans un laboratoire de technologie. On est au début des années 2000, donc c'est très pionnier, c'est très novateur de s'intéresser à la créativité dans un endroit scientifique. Et en même temps, c'était très excitant. C'est ça que j'ai aimé, en fait, pour tout dire. Quand on fait de la physique théorique, c'est un métier extraordinaire, c'est une matière fabuleuse. Mais on a toujours un problème, c'est qu'on arrive 350 ans après Newton. Enfin, voilà, il y a plein de choses à découvrir, mais il y a eu Newton avant, quoi. Donc là, j'avais l'impression d'arriver dans un domaine, enfin, c'était vraiment moins qu'une intuition, mais dans un domaine où il y avait quelque chose à comprendre de majeur. Et j'ai cru à cette intuition. Et donc pendant 10 ans, j'ai fait ça. Et puis après 10 ans, je suis devenu entrepreneur parce qu'à force de voir des gens s'emparer des idées qu'on avait pour les transformer en entreprise, j'ai compris aussi que l'idée, c'était pas forcément la chose la plus dure, c'était vraiment transformer cette idée en une réalité. Et donc, je me suis dit, bah, allons là, quoi, en fait. Donc, qu'est-ce que ça veut dire de transformer une idée en réalité, devenir entrepreneur? Donc voilà, j'ai cofondé et dirigé 5 entreprises. Il y en a deux qui existent encore. Et, et puis au milieu de tout ça, j'étais en même temps artiste, c'est-à-dire que j'écrivais des pièces de théâtre, des romans, j'avais des activités en photographie, en sculpture. Et je mentionne ça pourquoi? Parce que, en gros, mon parcours de vie, c'est 4 recherches fondamentales sur 4 continents différents qui sont la recherche scientifique, l'invention technologique, l'entrepreneuriat et puis l'art. Et donc, euh, et donc, il y a des gens qui ont été bien meilleurs que moi, évidemment, en sciences, bien meilleurs scientifiques, des gens qui ont été bien meilleurs entrepreneurs que moi, des gens qui ont été bien meilleurs ingénieurs, artistes. Mais peu de gens ont ce regard un peu particulier d'avoir vécu dans ces 4 tribus-là, d'avoir travaillé dans ces mondes-là, en fait. Et c'est ça qui fait ma singularité, je pense, c'est-à-dire d'être capable de d'abord de dialoguer avec des tribus qui ne se parlent pas en général, et puis surtout d'être capable de voir ce qu'il y a de commun à un scientifique qui fait des découvertes fondamentales, un artiste, un entrepreneur et puis un ingénieur. Cette particularité de mon parcours est devenue aussi la particularité de ma pensée. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'il y a de commun à tous ces domaines-là, en fait. Il y a des choses qui sont spécifiques, évidemment. Il y a des choses qui appartiennent à chacun de ces domaines, mais il y a des choses qui sont génériques, qui sont indépendantes de ces domaines. Et moi, c'est ça qui me passionne, c'est d'essayer de mieux comprendre ça. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre Einstein et Picasso, pour le dire vite. Ouais. Et t'as trouvé quoi alors de commun entre les deux? Alors, j'ai trouvé plein de choses, et c'est peut-être ça la chose la plus étonnante, c'est que cet embryon d'intuition que j'ai mentionné, comme quoi c'était mon sujet, et c'est avéré au-delà de mes espérances. C'est-à-dire que ce qui au départ était une recherche de compréhension, voilà, de ce que c'est que la créativité, est devenu plus largement une quête à l'échelle d'une vie parce que j'ai compris qu'il y avait une profondeur et une profondeur incroyable dans ce sujet-là, quoi, en fait. C'est majeur sur 3 plans, j'ai envie de dire. C'est majeur d'un point de vue professionnel. C'est comme ça que j'ai commencé en m'intéressant à comment est-ce qu'on émet des idées.
Et là, bah, on pourrait rentrer dans le détail, mais c'est pas très important. C'est des méthodes, c'est des techniques, c'est des manières de comprendre les freins qui font que les gens, en général, ont du mal à proposer des choses extrêmement originales, extrêmement, hors des sentiers communs. Et puis, il y a le 2e horizon, c'est un horizon, personnel. Pourquoi? Parce que, ce que j'ai compris, c'est que la question la plus fondamentale derrière la créativité, c'est pas tant ce qu'elle est, mais pourquoi on l'enseigne pas. Ça fait 2000 ans qu'on vit en gros, dans une culture qui privilégie, l'immobilité sur la création. On le voit de plein de manières, mais on le voit dans l'éducation, par exemple. On nous apprend, mettons en sciences, on nous apprend tous les résultats magnifiques et majeurs qui ont été accumulés depuis 300, 400, 500 ans, mais on ne nous apprend jamais comment ces gens-là ont fait. Et donc, on arrive en tant que chercheur, par exemple, au moment de faire son PhD, avec beaucoup le cerveau farci de résultats, mais très peu de guides, très peu d'éléments de compréhension de comment ces gens-là ont fait, dans quelle situation ils se sont retrouvés, quoi, en fait. Je veux donner un seul exemple, mais pour moi, il est particulièrement frappant et quand je l'ai compris, j'ai été bouleversé, à la fois bouleversé pour moi, mais bouleversé pour la science. La constante fondamentale de la mécanique quantique s'appelle H. H, elle a été, découverte, inventée, proposée par, Max Planck en 1905 quand, pour la première fois, il comprend et calcule que l'énergie est quantifiée. Pourquoi H? Parce que c'est la première lettre du mot Hilfe en allemand qui veut dire au secours. J'adore cette anecdote, c'est-à-dire que loin de l'image d'Épinal qu'on a du chercheur extrêmement enthousiaste, joyeux, cette espèce de moment d'élation donc qu'on imagine, non, voilà, les ténèbres s'abattent sur Planck quand il comprend ça, quoi. Et ce moment de ténèbres, il est commun à tout le monde. Il est commun à Picasso, il est commun à Dyson, il est commun à Bezos. À chaque fois, au moment décisif, c'est pas du tout, une ampoule qui s'allume dans la tête des gens, quoi, en fait. C'est vraiment plutôt de l'ordre de l'incompréhension, du flou, de la peur, quoi. D'où ce «Hilfe», au secours, j'ai peur. Enfin, j'ai peur de ce que je suis en train de comprendre, de voir, quoi. Donc voilà, donc on vit dans une culture qui ne nous apprend pas ça. Pourquoi est-ce qu'on aurait peur? On ne le comprend pas, sauf quand on fait une découverte majeure où effectivement on comprend les enjeux de ce qu'on est en train de faire parce que, bah, comme disait Picasso: «Créer, c'est détruire» et détruire, c'est effrayant en un sens parce qu'on détruit bien plus que ça. Donc on vit dans une culture qui nous apprend l'immobilité bien plus que la création et ça se traduit par, comment dire? Par une sorte d'injonction qui n'est pas explicite, qui est implicite, mais qui est extrêmement forte, qui est de dire en gros jusqu'à l'âge de 20 ans, on a le droit d'hésiter, on a le droit de se poser des questions, on a le droit de se transformer pour devenir un professionnel, mais à partir de 20 ans, vous devez avoir choisi votre métier et puis, bah, ne plus en changer quoi, en fait. Faire ce que mes parents ont fait quoi. Je veux dire mon père a choisi un métier à 20 ans et puis, il s'y est tenu toute sa vie quoi. Mais, et quand je dis ça, c'est pas un jugement de valeur. Il y a des gens qui sont probablement très heureux là-dedans. Mais ce que je constate, c'est que pour beaucoup de gens, alors c'est peut-être un filtre, je les attire peut-être que c'est les gens qui m'intéressent, donc je vais vers eux, mais pour beaucoup de gens, c'est un grave problème. Moi, je l'ai vécu. Je veux dire, changer 4 fois de job, c'est pas anodin. Enfin, je veux dire, la réaction de ma mère était assez typique, je veux dire, à la fois de peur et puis d'incompréhension et puis de tout ce qu'on veut, quoi. Ouais, je comprends et dis-moi juste, alors, tu es, Vas-y. tu quel âge aujourd'hui? J'ai Comment tu 53 ans. comme ça on se situe, tu vois? Et 53 ans. les laps de temps, Oui, oui, oui. durée de job et puis, et dis-moi juste parce que tu es à Montréal et comment tu es arrivé à Montréal? Alors, je suis arrivé à Montréal, enfin, je suis pas à Montréal, je suis à côté de Montréal, une Ouais, petite ville qui côté, s'appelle ouais. Sherbrooke. Mais oui, à l'échelle de l'Europe, c'est Montréal, c'est Ouais, 150 kilomètres de Montréal. Je suis arrivé là parce que j'ai suivi ma femme. Ma femme avait une opportunité de faire la recherche, fondamentale avec une équipe à l'université de Sherbrooke et puis, bah, je l'ai suivie. Je me suis dit, «Allons à cette aventure-là». Enfin, c'est bien aussi que les garçons suivent les filles plutôt que toujours ouais, l'inverse. ouais.
Et puis, ça devait durer 1 an, ça a duré 2 ans et puis on s'est regardé avec ma femme et puis on est tombé en amour de ce pays, comme on dit ici. C'est-à-dire vraiment, enfin, c'est curieux, je pensais pas qu'on pouvait tomber amoureux d'un pays, mais ça a été mon cas. Je suis tombé amoureux du Québec et on a décidé de rester ici, de vivre là. Aussi une autre aventure. Enfin, j'ai parlé de 4 territoires, il y en a un 5e, c'est celui d'avoir Ouais. réussi à changer de pays, de culture, de voilà, parce qu'on recommence tout. Enfin, professionnellement, on n'est personne quand on arrive dans un autre pays. Donc il y a quelque chose de l'ordre de l'entrepreneuriat, de la découverte, de qui on est, qui est fondamental dans ce mouvement-là. Ouais. Et aujourd'hui, tu dirais que ton métier, c'est quoi? Ah, c'est une super belle question. Je me définis comme un chercheur en innovation et en créativité parce que fondamentalement, c'est ce que je suis, en fait. Pendant très longtemps, quand j'ai quitté la recherche fondamentale, j'ai cru que je changeais de métier, en fait. Mais non, je changeais de sujet. Et ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que tout ce que j'ai fait depuis, que ce soit en technologie, en entrepreneuriat, en art, je l'ai fait en me posant des questions de chercheur, en fait. Alors, je n'étais pas financé pour ça. Mes recherches sont faites le soir, le week-end, pendant les vacances, enfin, mais en même temps, j'ai poursuivi cette quête. Je comprenais des choses que personne ne semblait avoir comprises et donc j'aimais les partager. J'ai commencé à écrire un livre, 2, j'en ai écrit 7 maintenant, et puis créer ce groupe de recherche, dont tu fais partie, qui s'appelle Ouais, l'Arsenal de l'innovation, pour essayer de rassembler autour, de ces sujets les gens qui ont envie de creuser, de réfléchir, de partager, qui comprennent l'importance de ces sujets-là. Parce que je ne l'ai pas mentionné, mais on pourra en parler. J'ai parlé de 3 horizons, l'horizon professionnel, l'horizon personnel et puis un autre horizon qui est un horizon politique. Le fait de ne pas nous apprendre à créer nous empêche de changer. Ça nous empêche de changer nous personnellement, donc ça c'est une difficulté humaine, mais ça nous empêche en tant que société de changer. Je veux dire, et donc j'ai vraiment l'impression, en travaillant sur ces sujets, d'apporter une dimension politique à la réflexion, de savoir dans quel monde on a envie de vivre, parce que le monde dans lequel on a vécu jusqu'à présent n'est pas soutenable, tu le sais autant que tout le monde. ouais, ouais. Voilà. Et ah! C'est beau! C'est sympa. Ouh! C'est, ouais, 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 non, ouais, c'est important, en fait, qu'il y ait cette dimension politique, je pense, même si je pense c'est difficile de s'attaquer enfin, s'attaquer, c'est un grand mot, mais on parlait de l'arsenal de l'innovation, donc Mmh. je peux utiliser le terme «s'attaquer», mais aller mettre son énergie sur tous ces systèmes, en fait, qui ont besoin Et de se transformer, quoi. c'est extraordinaire, si tu veux, je me suis senti bête quand j'ai compris cette dimension politique, parce qu'elle était inscrite dès le départ dans le sujet et je l'avais pas compris. Innover, ça veut dire quoi? Ça veut dire diffuser à grande échelle ce qu'on fait. Encore une fois, que ça soit, une découverte en sciences, ça soit une invention technique, hein, une œuvre d'art et cetera. Donc diffuser à grande échelle, la grande échelle, c'est quoi? C'est la cité, en fait. Cité en grec, c'est polis. Donc en fait, innover, c'est par définition faire de la politique. Et c'est très intéressant de le comprendre comme ça, parce que, il y a une question qui est derrière ça. Qui choisit, heu, ce qui apparaît dans notre culture et qui diffuse à grande échelle? Je vais le dire d'une manière un peu provocante, mais qui a voté pour que les abeilles disparaissent? Qui a voté pour que nos enfants soient harcelés sur, internet? Qui a voté pour que, les rivières s'assèchent, pour que la terre soit couverte de poison? Qui a voté pour ça? Personne. Voilà. Tout ça sont des innovations, tout ça sont le fruit de ce processus qui s'appelle l'innovation et à aucun moment, on a eu notre mot à dire comme, citoyens et citoyennes. Je pense que la dimension politique de l'innovation, c'est-à-dire le contrôle démocratique de l'innovation, c'est la question majeure du XXIe siècle. Et alors du coup, je saute toute une cette phrase. Je t'amène loin, hein. Tu m'amènes loin, mais alors, ça va nous amener je suis obligée d'aller là-dessus, sur le sujet de l'intelligence artificielle, tu vois? Et toi, t'en penses quoi, tu vois, avec tes recherches, avec ton point de vue aujourd'hui, parce que c'est une innovation qui arrive, qui a des effets majeurs, en fait, sur nos vies, comme l'a eu, internet dans les années, Mmh, 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 mmh. 90 et pour le moment, c'est pas réglementé, mais est-ce que ça doit être réglementé? Est-ce que tu vois comment tu vois les choses, toi? Est-ce qu'on doit voter pour? Parce que finalement, ces innovations, des fois, elles arrivent
un peu malgré nous, quoi. Elles sont Mmh, là mmh, et mmh, mmh. soit on y va, soit on reste en marge, quoi et Effectivement, il y a il y a une dimension de l'innovation qui est très importante et qui est souvent, comment dire? Omise. C'est que à chaque fois qu'on crée quelque chose, on détruit autre chose. Picasso, c'est lui qui le disait brutalement, il disait: «Créer, c'est détruire, point». Effectivement, quand Picasso crée, le cubisme, il détruit, une autre forme d'art qui était à l'époque, dominante. Quand, voilà, quand Jeff Bezos, crée Amazon, Jeff Bezos et d'autres, hein, bien sûr, il n'est pas le seul, ouais, ouais, ouais. bah, il détruit, plein de choses, des métiers et cetera. Donc créer, c'est détruire. Hem, Pourquoi c'est omis? Parce que, on a depuis des siècles, on a, caché ce débat-là sous le terme de progrès. Hem, voilà. Progrès, c'est un mot que je n'utilise jamais, parce qu'il a trop été utilisé pour asservir d'autres peuples au nom de cette notion de progrès, donc il est impossible pour moi de l'utiliser. Il est trop connoté, trop chargé de crimes, disons-le comme ça. Ouais, Hem, le progrès. Le progrès, ça consiste juste à dire que cette chose que l'on crée a plus de valeur que cette chose que l'on a détruite. C'est juste ça, donc c'est en fait, le progrès, c'est une hiérarchie de valeurs. D'accord? Le progrès dit plus de choses sur la personne qui utilise ces mots que sur la chose qu'on est en train de mettre en avant. Hem et voilà, donc l'intelligence artificielle se place dans ce paradigme. On va créer quelque chose qui va probablement être assez extraordinaire à mains égards. Je crois que tu vas recevoir Flavien Gervais bientôt oui, qui vient d'écrire un livre qui va être publié dans quelques mois. Quelques semaines, qu'est-ce que je dis? Sur ce sujet-là et il a compris des choses extraordinaires, ça va être passionnant de l'écouter. Oui, il y a des choses extraordinaires qui vont sortir de l'IA, mais il y a aussi des choses terribles qui vont sortir de l'IA. Heu, je pense que l'IA, c'est intéressant parce que c'est un des sujets sur lesquels l'éthique et enfin l'éthique technologique est la plus développée parce qu'il y a plein ouais. de gens qui ont dès le départ se sont dit: «Il y avait des enjeux majeurs». Hem, j'ai pas la réponse à ces questions-là, mais je pense que ça peut être un beau laboratoire pour réfléchir aux enjeux de gouvernance derrière, l'innovation. Est-ce qu'on accepte tout? Qu'est-ce qu'on n'accepte pas? Au nom de quoi on n'accepte pas tout? C'est vraiment passionnant, je trouve et effectivement, le danger, tu l'as mentionné, le danger, c'est celui d'une séparation, peut-être, de l'humanité en 2 parties. Une partie qui accepterait de jouer ce jeu-là, de continuer dans l'ultra technologie, et puis une partie, moi je le vois, hein, des gens qui commencent à renoncer à ça et puis se dire: Oui. «Bah, finalement, à partir du moment où on a de l'eau et puis de quoi faire pousser des légumes, est-ce qu'on n'est pas, bien plus heureux et que ça suffit pas?» Enfin voilà, je veux dire, c'est 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 tout le débat qu'il y a actuellement. Je te vois Ouais, sourire. oui, oui, ça me je me c'est parce que ça m'amène évidemment, tu me fais part des transitions parfaites, en fait et parce que pour moi, tu vois, j'ai vraiment l'impression qu'en développant justement, tu vois, cette prise de conscience de qu'est-ce qui peut nous suffire pour vivre ou pour être heureux hem ou pour survivre dans un univers de technologie, parce que finalement on reste humain, donc on a des besoins, physiologiques ou de sens, qui sont autres ou qui nous différencient justement la créativité, quoique, je sais pas jusqu'où l'IA peut aller, mais il y a des choses en fait en nous qui nous différencient, le fait de se relier à un plus grand et tout ça, qui nous différencie en fait de on va dire vulgairement de la machine et moi, j'ai l'impression, en fait, qu'en revenant à ces questions de sens, c'est ça qui nous permettra, en fait, tu vois, de garder notre humanité et puis de continuer à durer. Alors, j'ai envie de t'entendre, toi, tu vois, sur je sais pas, sur la conscience ou la spiritualité, quelle place ça peut avoir, aujourd'hui, ou demain, enfin, tu vois, ou aujourd'hui pour Mmh. demain, quoi. Parce que ça fait partie de tes réflexions aussi, Mais hein. oui, bien sûr et c'est aussi mon chemin personnel. Enfin, je veux dire, voilà, je te dis j'ai mentionné que j'ai commencé comme un physicien théoricien et la spiritualité fait pas partie des études de physique Ouais, théorique. Donc j'ai ouais, été très éloigné de ces questions-là pendant très longtemps. Je pense que c'est une erreur grave de la part de notre système éducatif de ne pas amener cette dimension-là.
Alors on confond spiritualité et religion, tu ne le fais pas, mais Oui, plein de gens le font. Enfin, ouais, pour moi, ce sont 2 choses différentes. La religion n'a pas le monopole de la spiritualité. D'autant plus que voilà, la question, c'est pas tant de savoir pour moi, est-ce qu'on va réussir à être humain, mais qu'est-ce que ça veut dire d'être humain, en fait? ouais, Et c'est là où la question de la spiritualité est forte. Je veux dire, pour moi, la spiritualité, c'est très simple, c'est qu'est-ce qui guide nos actions quand personne ne nous guide, quoi? Et on entre dans un monde où personne ne va nous guider. On a mentionné l'IA, mais il y en a d'autres. Enfin, les catastrophes écologiques, qui sont devant nous, vont nous amener à nous poser des questions où voilà, les Américains ont une expression, ils disent: «On arrive dans un territoire sans carte». Oui, on arrive dans un territoire sans carte et arriver dans un territoire sans carte, ça veut dire arriver dans un territoire sans guide. Voilà, donc on a besoin de cette pensée-là, on a besoin de se raccrocher à des choses qui sont plus grandes que nous et on a besoin de s'interroger sur qu'est-ce qui est plus grand que nous. Je pense que la vie est plus grande que nous, donc je pense que, ce qui doit nous guider dans nos actions, en tout cas, c'est le chemin personnel vers lequel j'arrive, c'est vraiment le respect de la vie et quand je dis le respect de la vie, c'est pas juste le respect des humains, c'est le respect de toute la vie. ouais. Je veux On peut plus continuer à considérer les animaux comme des objets, comme des minerais et cetera et cetera, quoi, donc je pense que ça rejoint la question de qui gouverne ou qui, décide, de l'innovation, parce que, parce que voilà, je veux dire, est-ce que la loi doit être, le seul frein pour ce qu'on va faire ou est-ce que ça doit être une autre dimension? Moi, j'ai plutôt l'impression qu'il doit y avoir l'autre dimension spirituelle. Je veux dire, je refuse de faire ça parce que ma conscience m'impose de ne pas le faire. Je pense Ouais. que Et pour moi, c'est le sommet de l'humanité, ça. et je crois qu'on le voit, en tout cas, moi, je l'ai entendu récemment il y a 2, 3 ans. Enfin, tu vois, après le Covid a aidé, tu vois. Mais je pense. Après, il n'y a pas que des bonnes choses, mais ça, je pense que c'est une bonne chose qui est arrivée, où il y a eu cette bascule, en fait, sur besoin de beaucoup plus de sens. Et j'ai entendu chez certains de mes clients s'affirmer, même accepter d'être licenciés, de perdre leur travail parce que le patron leur demandait d'avoir des actions, en fait, qui étaient contraires à leur propre éthique ou au sens, qu'ils voyaient dans leur travail ou de la vie ou de respect du vivant. Il dit: «Je refuse de faire ça, tu peux me licencier, c'est OK, quoi». Et je trouve que ça, c'est beau, enfin, tu vois, d'oser, en fait, se respecter et respecter le vivant au point d'être OK de perdre son job, c'est pas grave, quoi. Oui, c'est clair Parce qu'on rentre dans les conditions de vie aussi. Enfin, c'est difficile quand tu plus de job, il y a quand même, souvent, en fait, jusqu'à ici, quand on te demande quand on nous demande qui on est, c'est notre travail qui nous définit aussi des fois, hein, donc oui, c'est très difficile, mais quelle noblesse! Enfin, oui, ouais, c'est ça, quelle noblesse, quoi, en fait, de se dire: «Il y a des choses plus importantes que ce que je suis en train de faire». Et d'ailleurs, au passage, je pense que c'est pour ça qu'on a dénigré la spiritualité, pendant des siècles. C'est que ça permettait, de demander à des gens de faire des choses qui étaient inconcevables, à l'intérieur d'une pensée spirituelle, quoi, en ouais. fait. Mais ça, on va le regagner. Enfin, je vois de plus en plus de gens qui ont une sorte de distance heureuse par rapport à ce qu'on leur demande de faire dans un cadre professionnel, quoi, Ouais. en fait et effectivement, mais c'est quelque chose qui est à regagner. Moi, je suis le premier à dire qu'il faut que je regagne ça, quoi, aussi, en fait, mais Ouais, alors c'est pas facile, hein, on est en mmh, chemin tous, je crois, une je grande crois partie. qu'on est tous en chemin Ouais, et c'est la beauté de cette chose-là, quoi, enfin, et on est tous en chemin et puis des gens comme toi, des gens comme ceux qui sont dans l'Arsenal, des gens ailleurs que je connais sont des pionniers, des pionnières de ça, quoi. C'est-à-dire de se poser ces questions-là et d'essayer d'y répondre. Ce qui est intéressant dans ce et je pense que c'est important de le mentionner. Ce qui est intéressant dans ce chemin-là, c'est qu'il faut accepter l'incohérence. Je pense que c'est un point qui est ultra important et que j'ai envie de partager avec toi et avec les gens qui vont nous écouter, c'est que quand on fait quelque chose de nouveau, que ça soit pour soi ou professionnellement, on est nécessairement incohérent. Voilà, pour reprendre cette discussion qu'on a eue, il y a quelques minutes, créer, c'est détruire, et donc quand on crée quelque chose de nouveau, on détruit quelque chose d'ancien dans lequel on a vécu. Donc on est incohérent de vouloir détruire, une partie ou un morceau de ce qui a été notre vie avant.
Et c'est un des arguments du conservatisme de nous reprocher de l'incohérence. C'est très fort, ça, de nous dire, ben, en fait, qui êtes-vous pour nous parler de spiritualité, vous qui n'avez pas été spirituel pendant toute votre vie? Mais il faut absolument refuser cet argument-là. Je veux dire, l'argument d'incohérence, c'est un argument conservateur qui fait que tout le monde doit continuer à faire tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Donc c'est très important de dire: «Soyez incohérents, personne n'est vierge aujourd'hui». Qu'il y a personne qui a plus de 20 ans est vierge aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde, à un moment donné, a accepté, de faire des choses qui ont contribué, négativement. Mais il faut passer outre cette incohérence-là. Parce que oui, si on veut créer un monde nouveau, il faut être incohérent. Je veux dire, c'est une des leçons, alors je suis pas du tout, catholique au sens religieux catholique, mais c'est une des leçons magnifiques d'un personnage comme Jésus. Il a été incohérent, il était juif, il a initié une autre religion. Voilà, je veux dire, il faut le savoir, il faut le dire. Donc, donc l'incohérence, c'est vraiment un argument de conservateur et de conservatrice. Refusez ça. Il faut soyez accepter d'être incohérent pour créer quelque chose de mieux. Mais je crois qu'on n'a pas tellement le choix. Enfin, tu vois, tu vois, je te disais tout à l'heure, j'ai mon nouveau site qui est sorti. Moi, tu sais que je viens du marketing, donc enfin, je veux dire, moi, depuis des années 2000, on faisait des modèles pour détecter à quel moment la consommation diminuait pour pouvoir, tu vois, garder le client à tout prix et lui vendre autre chose à un moment donné, sur la base de data pour, puis ça s'est amplifié, tu vois, ces 20 dernières années et moi, je me dis: «Mais je refuse, en fait, de continuer à faire du marketing comme ça», alors que le marketing, finalement, à la base, il y avait quelque chose de beau, quoi. C'est je crée quelque chose que je vais mettre sur le marché, que je vais te mettre à disposition en échange que tu vas acheter, donc en échange d'argent, pour te rendre service, pour te faciliter la vie, quoi. C'est beau ça, mais tu vois ce qu'on en a fait? Enfin, et pour moi, c'était tellement intéressant de comprendre, tu vois? Pourquoi, quel était le besoin de la personne? Qu'est-ce qui faisait que en fait, ça comment on pouvait améliorer sa vie, en fait? Qu'est-ce qui aurait été chouette de lui amener? Mais qu'est-ce qu'on a fait de ça? En fait, on a voulu lui mettre toujours plus pour le profit, quoi. Et moi, j'ai été heureuse, hein, de profiter de ça parce que j'ai été payée royal et c'était beau, mais aujourd'hui, j'ai plus envie de ça et donc il y a une forme d'incohérence parce que oui, j'ai dû renoncer, en fait, à tout ça. Puis, de temps en temps, ça revient parce que ça a fait partie de comment j'ai été formatée, quoi, en fait, mais Mais je mais pense que mais toi, je tu as vécu la même mais chose, hein? mais oui, j'ai vécu la même chose. J'ai aidé des entreprises à développer des technologies, voilà, je veux dire, qui sont douteuses et hem et c'est aussi hem, un des éléments importants. Comment dire? Quand j'ai quitté, mon métier d'ingénieur, c'est aussi parce qu'on commençait à me demander des choses pour lesquelles, j'avais un plus qu'un doute, quoi, enfin. Je Ouais. veux dire, heu, donc voilà, oui, comment dire? C'est une forme, je crois, du syndrome de l'imposteur ou de l'impostrice. C'est quoi le syndrome de l'imposteur ou de l'impostrice? C'est vous êtes, je sais pas, dans un état professionnel A et puis vous voulez aller dans un état professionnel B ou ou personnel, hein. Et puis, entre les 2 sur ce chemin-là, mettons que vous êtes ingénieur, vous voulez écrire un livre, devenir écrivain, bah, au début, bah, vous n'êtes plus ingénieur, vous n'êtes pas encore écrivain, donc vous êtes, très inconfortable socialement, très inconfortable identitairement et cet inconfort vous met dans une position où vous vous dites: «Mais, qui suis-je? Enfin, qui suis-je pour vouloir devenir écrivain et qui suis-je pour quitter, ce métier, cette position que j'avais?» Donc c'est une dimension, voilà, du syndrome de l'imposteur et de l'impostrice. Mais il faut l'assumer. Enfin, cette période de transition, elle est ultra importante, quoi, en fait. Il faut accepter d'avancer dans le flou et il faut accepter d'avancer sans identité, personnelle et professionnelle, qui est probablement la chose la plus difficile au monde. Enfin, pour l'avoir fait 3 ou 4 fois de suite, même 5 fois si je compte mon changement de pays, c'est très difficile et c'est ultra, gratifiant à la fin quand même, je veux dire, il faut le dire, quoi. Je veux dire, être capable de changer, d'identité professionnelle, d'identité, personnelle, parce que les 2 sont liés, hem, ça vous donne une force incroyable, quoi. Ça vous donne, et puis dans ce chemin-là, il y a des alliés. Enfin, il faut le savoir, quoi, enfin, je veux dire,
Ça prend du courage, mais le courage est récompensé, hein. Je veux dire, je le vois autour de moi, il y a plein de gens qui maintenant pendant très longtemps, j'étais gêné de parler de mon parcours, par exemple, devant mes étudiants quand j'enseigne. J'enseigne à HEC Montréal Mmh. notamment, j'enseigne à l'université de Sherbrooke. J'étais un poil gêné. J'étais gêné parce que, bah, d'abord, je me rendais compte à quel point mon parcours pouvait être impressionnant pour certaines personnes. Mais en fait, maintenant, je le fais systématiquement parce que les gens viennent me voir avec des questions sur, il suffit de savoir qu'est-ce que j'ai été à un moment. Ils se demandent comment est-ce que j'ai fait pour transitionner, en fait. C'est C'est ça la ça, en vraie fait. question. Tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure aussi sur le livre, en fait, que je suis en train d'écrire. C'est ça, en fait. C'est parce que les gens, ils veulent savoir: «Mais comment je peux faire, quoi?» Parce que c'est difficile de faire ce chemin, ce changement. Alors, on a le voyage du héros, tu vois, pour s'inspirer, mais après dans la réalité, vers qui tu vas? Parce que si tu lis, tu vois, les biographies des grands entrepreneurs ou voilà, il y a pas souvent le côté, difficulté. Tu vois? Ou les échecs, comme ça, il y a vraiment il y a des passages, en fait, qui sont passés sous silence et ces moments difficiles, comment tu fais, en fait? Donc tu as besoin de pouvoir des personnes réelles, là, autour de toi, que tu connais, que tu peux l'interroger en disant: Comment je fais, en fait, pour faire cette C'est ça. transition, quoi?» Et en fait, ben, je ne sais même pas si on peut amener des réponses parce qu'en fait, c'est le chemin, il est propre à chacun, quoi. Et c'est vrai, il est propre à chacun et en même temps, je pense qu'il y a quand même des éléments à partager, hem, comment dire? Si je prends par exemple mon chemin, Ouais, prenons la première transition que j'ai faite de physicien théoricien à expert en créativité dans un laboratoire de technologie. Je me suis vraiment posé cette question-là. Je veux dire, qu'est-ce qui me prend de vouloir aller là, quoi, en fait? Parce que je vivais ça au tout départ comme une sorte de rupture, d'incohérence majeure, enfin, de choses, complètement, illogiques, quoi. Et en fait, j'ai compris un truc. J'ai compris que, bah, en fait, ce qui m'avait donné envie d'être physicien théoricien, c'était que j'étais curieux du monde. Je voulais tout comprendre, depuis l'infiniment petit jusqu'à l'infiniment grand. Mais que c'était cette même curiosité qui me donnait envie d'aller voir la créativité. Et donc, sous l'apparence d'une illogique, sous l'apparence d'une incohérence majeure, il y avait une logique sous-jacente qui était plus grande, en fait. Et ce que je dis aux gens qui viennent me voir avec ces questions sur la transition, sur comment changer de métier, sur comment changer de blas, je leur dis: «Mais essayez de comprendre quelle est la cohérence, derrière l'apparence de l'incohérence. Remontez un tout petit peu en termes de généralité». Et je crois que c'est quelque chose qu'on peut retrouver à tous les niveaux, pour les entreprises aussi. On peut comprendre ça, enfin, j'aurai des exemples si c'est quelque chose qui t'intéresse, de voir comment une entreprise aurait pu changer, tout en restant cohérente. ouais. Mais je crois que cette idée de déployer son identité, de se dire au final cette identité fu cette manière que j'ai de me décrire moi-même, on peut peut-être la comprendre autrement et à l'intérieur de cette nouvelle compréhension, cette transition que je suis en train de faire a du sens. Voilà. En tout cas, c'est comme ça que j'ai accepté, cette transition en disant: «Mais au final, c'est pas complètement illogique, c'est parfaitement cohérent, mais à une échelle que les gens ne voient pas», en fait, tout simplement, quoi. Donc il y a effectivement des choses qui nous appartiennent, c'est une partie du chemin qui nous appartient et d'ailleurs, c'est curieux parce qu'on parlait d'intuition, on parlait de choses qui sont, hors du royaume de la raison, a priori, mais ça revient très fort quand on fait cette transition et c'est là où on devient facilement spirituel parce qu'on se dit: «Quelle est cette force qui me tire dans cette direction-là?» sans que je ne l'ai cherché, voulu, attendu et cetera et quand on réussit quand on répond à cette force-là, à la fois on se sent, comment dire? Plus fort et puis ouais, c'est ça, on se sent appartenir à un tout plus grand en disant: «Mais finalement, est-ce que s'il y a pas quelque chose qui m'échappe, enfin qui m'a tiré dans cette direction-là?» C'est une belle question à se poser, hein, j'ai pas la réponse, hein, comme beaucoup de gens, Voilà, mais elle oui, se non. pose là, quoi, en fait Ah et du ouais, coup, c'est chouette c'est de comprendre ça, quoi. ouais, ça vient d'où, en fait? C'est moi, je ressens, enfin, tu me diras si toi c'est comme ça, mais c'est une forme d'appel, en fait. Tu vois que tu es ou d'aimant, en fait, qui t'attire vers ce nouvel horizon. Tu comprends pas forcément s'il y a un point commun ou pas,
mais tu sais que tu dois y aller c'est plus fort que toi, en fait et si tu le respectes pas, alors je pense que toi, tu es aussi assez entier, tu vois? Donc tu es obligé de le respecter, mais moi, j'ai l'impression que les personnes qui sentent ça et qui le respectent pas se deviennent de plus en plus malheureuses, hein. Ça veut pas dire que c'est facile d'aller le respecter, mais se créer un cadre de vie qui est de plus en plus compliqué à vivre, quoi, en Et refusant effectivement, cet appel. effectivement, et les Grecs anciens avaient une très belle métaphore pour parler de ça. Alors, je ne sais pas si elle a un sens au-delà du contexte historique et politique et philosophique, mais en même temps, elle me parle beaucoup. C'est ce que Platon appelait le daimon, en fait. On l'a traduit par l'ange, mais c'est pas vraiment un personnage si positif que ça. Le daimon, c'est cette espèce de conscience de personnage qu'on a en nous qui s'autorise à nous faire du mal si jamais on ne va pas dans la bonne direction, en fait. Ouais, Mais ouais. qui peut aller jusqu'à nous tuer, tout simplement. Oui, oui, Si on mais n'obéit oui, pas à son dharma, pour reprendre le mot de la spiritualité indienne, c'est son chemin de vie. Si on n'obéit pas à son chemin de vie, le daimon est là pour nous punir sévèrement, quoi, en fait. Et moi, je et le vois. Alors après, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Chacun, libre et alors libre et aux auditeurs et aux auditrices de trancher. Mais en même temps, moi, je vois plein de gens et c'est peut-être une des dimensions du burn-out qu'on voit dans la société. Vous n'êtes pas sur votre dharma, votre daimon va vous punir, quoi, en fait. ouais, moi, j'ai l'impression de ça, en fait, qu'on a des signaux, voilà et si tu les respectes pas, ben, ils sont de plus en plus tu vois, ils sont de plus en plus grands ou de plus en plus intenses ou durables, tu vois? Dans le cas, par Exactement. exemple, d'une maladie et tout ça, c'est pour dire: «Mais coco, tu es pas sur le bon chemin, quoi». C'est ça. Mais est-ce que qu'est-ce qui fait que quelqu'un est capable ou pas de l'entendre? Ça, c'est, enfin, voilà, c'est une question de Oui, conscience, c'est ça. quoi. Et puis ça prend une autre dimension qui est totalement négligée dans notre culture, c'est la dimension du courage. Moi, je suis fasciné par un truc, c'est à l'université, l'enseignement supérieur en général nous apprend un milliard de choses, mais il ne nous apprend pas les 2 ou 3 choses les plus essentielles de nos vies. Enfin, Ouais, je veux dire, on n'a pas de ouais, cours sur le courage, on n'a pas de cours sur la sexualité, on n'a pas de cours sur, élever des enfants. Enfin, c'est quand même les 3 dimensions les plus fondamentales de notre existence. ouais, ouais, Et c'est un des trucs pour revenir sur ma quête, sur mon sujet, la créativité, l'innovation, comment ces oui. gens-là font. Enfin, c'est un truc que je trouve ultra fascinant. C'est que à partir du moment où ces gens-là ont perçu dans quelle direction ils devaient aller, ils entrent dans ce que j'appelle la zone de déraison. C'est-à-dire, ils ont une idée qui est provocante, ils ont une idée qui est tellement hors norme que personne ne la comprend, donc que tout le monde les prend pour des fous, des folles. Et effectivement, enfin, je veux dire, la raison est liée à l'histoire. On a raison que tant qu'on est aligné avec l'histoire, à la fois qu'on se raconte et puis l'histoire que collectivement on a. Donc déroger à cette histoire, détruire une partie de cette histoire, détruire ce fil-là, c'est devenir fou. Enfin, fou dans la perception que les autres en ont, bien sûr, ces gens-là ne sont pas fous et folles. Mais voilà. Et donc, il s'ouvre une espèce de période où la raison les abandonne. C'est pas eux qui abandonnent la raison. Enfin, ça, c'est mon analyse. C'est la raison qui les abandonne. C'est-à-dire qu'elle n'est plus d'aucun secours. Je veux dire, vous ne pouvez pas avoir recours à la raison pour argumenter sur ce que vous êtes en train de faire. Et c'est très intéressant de voir comment les innovateurs et les innovatrices, tout d'un coup, shift de langage. C'est-à-dire qu'ils sont sur un autre territoire. Ils parlent de transcendance, ils parlent de, voilà, le mot que Tesla, par exemple, utilise, que j'adore. Donc, Tesla, l'inventeur du courant alternatif, du moteur à courant alternatif, celui qui a permis l'électrification du XXe siècle. Pourquoi? Parce que le courant continu, qui était l'hypothèse dominante avant Tesla, ne permet pas de transporter de l'énergie à des grandes distances. Donc, c'était ça qui manquait à Edison pour électrifier l'Amérique. Donc, Tesla, au moment où il a l'idée du moteur à courant alternatif, son prof le dissuade, comme tous les profs. Les profs sont là pour rappeler l'histoire et la raison. Son prof le dissuade. Et puis à un moment, il est choqué, il ne sait pas comment faire. Et puis à un moment, il reprend le dessus en disant c'était un vœu sacré. Point. Genre, il fallait que je trouve. Et cette notion de vœu sacré, je l'adore parce qu'elle est complètement à rebours de ce qu'on nous apprend. Enfin, je veux dire, et elle a trait au courage, elle a trait à qu'est-ce qu'on fait quand la raison n'est plus là. J'aime ça, quoi. En fait, on Ouais, revient sur le territoire uncharted, comme disait, sans carte, quoi. En fait, sans ouais. guide, quoi.
Mais Tu sais, ce vœu je sacré t'envoie pardon, le livre de Ryan Holiday sur, c'est un ancien marketeur lui, donc ça va te plaire et il est un peu philosophe stoïque et il écrit sur le courage, en fait et en reprenant des exemples, tu vois, de gens qui ont OK, reçu cet appel et qui ont respecté leur courage et puis forcément il parle de philosophie aussi et tout, c'est très intéressant, je t'enverrai la référence, ouais. avec plaisir. Oui, oui, évidemment, un jour, je rêverais de faire un cours sur le courage. Enfin, je il y a pas de sujet plus majeur, quoi. Ah, c'est clair, ouais et oui, mais comme tu dis, on n'apprend pas, quoi, ouais. On l'apprend pas, il y a plein de choses qu'on n'apprend pas. Mickaël, le temps il file. Mais oui, tu sais bien que je pourrais parler 1000 heures Ah, avec mais moi je toi, voudrais sur ce parler 1000 sujet. heures avec toi. Tu, ce serait quoi ton souhait aujourd'hui pour demain, pour le monde, pour le vivant, pour, tu aimerais quoi toi? Waouh, quelle question, ça m'étonnerait. Je pense que c'est ça, si j'avais vraiment un vœu, profond, ce serait qu'on réinvente une spiritualité, qui soit plus respectueuse de la vie, quoi, tout simplement. Mmh. Hem et et qu'on s'y tienne, enfin qu'on l'aime cette spiritualité parce qu'à la fois elle nous apporte en dimension d'humanité et puis qu'elle nous apporte en dimension de vie. Enfin, on peut pas continuer à détruire tout autour de nous, comme on le fait, enfin et ouais, donc vraiment, une dimension spirituelle, qui revienne et je pense qu'on s'en tirera pas si on n'invente pas ça. Enfin, je veux dire, c'est pas juste des injonctions, politiques ou des injonctions, judiciaires ou légales qui nous mettront sur le bon chemin. Enfin, les entreprises jusque-là ont été ultra fortes pour déjouer toutes les injonctions, politiques et légales. Donc, oui, je pense que ça doit venir des humains et c'est peut-être la grande chance de ce qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire que si ça vient pas de nous, on va mourir. Donc, c'est une belle question, quoi. Waouh! Hem, merci beaucoup d'avoir pris ce Merci temps. beaucoup Valérie, c'était vraiment du bonheur de parler avec toi comme toujours et merci de m'offrir cette possibilité de dialoguer avec toi sur ces sujets graves, sur ces sujets importants, mais je pense qu'on en a besoin, quoi. Je veux dire, l'innovation, la créativité, c'est un sujet qui peut paraître futile, mais qui est, je crois, beaucoup plus profond qu'on ne le pense. En tout cas, c'est mon aventure d'avoir compris, d'avoir vu, entreaperçu, j'ai envie de dire, cette profondeur-là. Ça va très loin dans l'histoire, ça va très loin dans les couches humaines. Donc, merci d'avoir, partagé ce moment avec toi. Bah, écoute, merci à toi encore une fois et juste, lequel de tes livres tu recommanderais, Sur la là maintenant? dimension, merci. Sur la dimension, plus spirituelle, il y a un livre qui est, je crois, plus dédié à ça, qui s'appelle «De quoi la créativité est-elle le nom?» Enfin, ça, c'est un livre qui a pas eu beaucoup de succès parce qu'il est peut-être, comment dire? Si je suis prétentieux, je dirais en avance sur ces réflexions-là, si je suis réaliste, peut-être que je l'ai mal écrit, je sais pas. Mais là, il y a de la matière, super importante, je pense, pour penser à l'avenir. C'est là où je parle justement de création, de destruction, de progrès, Ouais, si les gens qui veulent un livre plus accessible sur ces sujets, Le chasseur, le mage et le cultivateur, c'est un livre qui rencontre beaucoup de succès parce qu'il est, il est plus accessible et puis il montre toutes les dimensions de l'innovation spirituelle. Enfin, je parle de la mythologie grecque autant que de la technologie, donc génial. merci beaucoup. Merci à toi.